des otages dont on commence à voir des images, Benjamin Petrover, ces images qui sont donc diffusées par les autorités israéliennes, par l'armée israélienne, par les familles. C'était inespéré, hein. Ouais. Pour certains, c'était vraiment inespéré. Pour certains otages, c'est la première fois que l'on découvre leur visage, leur allure. Voilà, ça c'est les deux jumeaux qui se retrouvent. C'est Gali et Ziv Berman qui ont été enlevés à Kfar Aza le 7 octobre. On se demandait dans quel état ils seraient. On rappelle que ce sont les otages qui sont restés le plus longtemps, que ce sont des hommes. Donc pour le Hamas, ce sont ceux qui étaient sans doute le plus interrogés, donc le plus torturés physiquement, moralement, le plus affamés aussi. Vous vous souvenez des images publiées très fièrement par le Hamas ces dernières semaines. Là, on les voit bien portants. On sait aussi pourquoi. On sait que le Hamas, toujours dans sa stratégie de communication, va les habiller, va les maquiller, les raser, les faire beaux, leur redonner à manger quelques jours avant. Tout ça fait aussi partie de la mise en scène du Hamas pour montrer, regardez, voyons, on les a extrêmement bien traités. Mais j'imagine que Place des otages et dans tout Israël, c'est une grande émotion simplement de découvrir l'allure de ces otages qui tiennent debout. C'est important de dire ils tiennent debout et une très amaigri quand même. Hein. Voilà, bon, on voit les visages évidemment émaciés, on voit le corps qui flotte dans le pantalon, c'est extrêmement clair, surtout quand vous connaissez l'image de cet otage avant le 7 octobre. Mais il n'empêche, ils sont là, ils sont debout. C'est peut-être ça pour la société israélienne le plus important, de se dire que 2 ans après, bien, ce sont des otages et une société qui se tient debout. Comment ça s'était passé, Olivier Jaoui, juste avant la libération? Comment les membres du Hamas avaient procédé pour votre famille? Ils s'étaient remis à les nourrir comme ça? Ils les avaient préparés, entre guillemets? Oui, dans le cas d'Ofer Calderon, c'est clair. Hein, les otages qui ont été libérés en février, ils le disent, ils ont été mieux nourris. Ils ont été reconduits à la lumière du jour, hein, qu'ils n'avaient pas vu pour certains depuis des centaines de jours sans lumière du jour. D'ailleurs, un protocole a été mis en place pour que justement les otages libérés n'aient pas tout de suite la lumière du jour dans les yeux. Ils sont restés dans le noir pendant des centaines de jours et de nuits d'un seul coup. Il estime, parce qu'il n'en est pas certain, mais que il a passé près de 400 nuits et 400 jours dans les tunnels du Hamas, parfois enchaîné à la jambe, à boire de l'eau de mer principalement. Et il confirme effectivement, et d'ailleurs il dit que ça lui a donné un peu d'espoir, que plusieurs jours il a été mieux nourri, il a été manifestement un petit peu pomponné, et je mets beaucoup de guillemets. Et il avait des informations, on lui disait tu vas peut-être être libéré bientôt ou... Ils leur ont menti tout le temps. Ouais. Ils le racontent tous, c'est-à-dire parfois on leur disait tiens, prépare-toi, tu vas sortir ce soir, et c'était pas vrai. Ouais. Ou ta famille est morte, Israël n'existe plus, Israël ne s'occupe plus de vous. Donc ils finissaient par ne plus croire grand-chose. Les informations qu'ils avaient parfois croisé un autre otage qui lui-même avait entendu quelque chose, ou ceux qui ont été, dans certains cas ou à certains moments, dans des familles gazaouis, ont eu l'occasion d'accéder, ils le disent, à la radio, ont entendu la radio, ou parfois même la télé israélienne. Et plusieurs ont dit avoir été réchauffés, le moral remonté, d'avoir vu des images de manifestations à Tel Aviv demandant les libérations. Pour montrer qu'il n'était pas oublié. Pour montrer qu'il n'était pas oublié, mais ça venait pas du Hamas, bien sûr. Ce sont évidemment des moments et des scènes terribles que vous nous racontez sur la réalité de ce qu'ont vécu les otages depuis 2 ans maintenant, avec ces images donc saisissantes, ces photos des familles. Est-ce que les otages, lorsqu'ils étaient dans les tunnels et pendant ces plus de 400 nuits dont vous nous parlez, est-ce qu'ils entendaient les bombardements? Est-ce qu'ils entendaient que les combats se déroulaient près d'eux? Est-ce qu'ils étaient déplacés à cause de ça ou pas? Ils entendaient des bombardements. Quand il y a eu des trêves, c'est là qu'on leur disait Israël a disparu, c'est fini, la guerre est terminée, Israël a perdu. Ou Israël a décidé de vous laisser tomber et il ne se passera rien en votre faveur. Oui, ils entendaient du bruit. Il y a, je crois, je suis pas allé, quelque temps que je suis pas allé en Israël voir ma famille, je crois qu'à Tel Aviv, sur la place des otages, il y a une espèce de reconstitution de tunnels à Gaza, avec justement ce bruit permanent, ce bombardement tel que l'on décrit les otages, pour que les personnes, c'est un peu factice, mais s'imaginent les conditions terribles de détention des otages. Oui. Sur ce que vous racontez concernant les mensonges du Hamas aux otages, on a un témoignage d'un otage qui raconte qu'à un moment, le Hamas les a réunis, ils étaient 6 otages dans le même tunnel, et le Hamas leur a dit décidez-vous entre vous, pour 3 d'entre vous, on va vous mettre une balle dans la tête, et pour 3 d'entre vous, on va vous mettre une balle dans le genou. Maintenant, vous vous mettez d'accord, qui prend la balle dans la tête, qui prend la balle dans le genou.
Les gars du Hamas sont sortis, les otages étaient tout seuls en train de se décider qui doit mourir et qui ne doit pas mourir. Voilà, c'est le genre de torture psychologique qui a été faite à ces otages. 2 heures plus tard, les gars du Hamas sont revenus, on dit on fait rien du tout, c'était une blague. Non, pardon, je précise, ils sont revenus, ils leur ont demandé à chacun d'expliquer pourquoi ils devraient tuer dans la tête ou recevoir une balle dans le genou. Et chacun devait faire une justification pour expliquer pourquoi il méritait d'être tué ou pas tué. Voilà. Pour les gens du Hamas, c'est une vaste blague. C'était se moquer des otages, mais pour chaque otage, chaque seconde où il imagine soit qu'il va être tué, soit qu'il va être libéré, parce que dans l'autre sens, on leur a aussi parfois menti en leur disant demain, après-demain, vous serez libéré, c'était pas vrai. Tout ça, ça va laisser des traces. Ça fait partie aussi du travail qui va être extrêmement lourd, et pour les otages, et pour les familles, et pour toute la société israélienne, de gérer l'après. L'après psychologique, l'après physique. Il faut aussi penser à tous ces jeunes de 19-20 ans qui étaient à Gaza, qui vont revenir de Gaza avec les traumatismes qu'ils ont vécus et qu'ils ont vus. Alors, on va me dire, les téléspectateurs vont me dire, oui, il y a aussi le traumatisme des Palestiniens. Il faut y penser également, évidemment. On parle de quelques 60 000 victimes palestiniennes. Mais côté israélien, je peux vous dire qu'il y a un gros travail qui va être fait également pour les soldats de Tsahal qui rentrent totalement traumatisés. Il y a une photo qui circulait il y a quelques semaines qui était absolument bouleversante. C'était 2 hommes sur la plage de Tel Aviv. Vous savez que Tel Aviv est une capitale gay du Moyen-Orient. Et c'était 2 hommes, sauf que l'un était en chaise roulante et l'autre était debout. C'était 2 garçons de 19 ans. Voilà, l'un d'entre eux rentrait de Gaza. Voilà. C'est ça qui va faire partie de la réalité israélienne dans les semaines et dans les mois qui viennent. Récupérer des gueules cassées, je ne sais pas le mot qu'on peut utiliser en tout cas, une génération d'estropiés parce qu'il y a beaucoup de blessés qui rentrent de Gaza, au-delà des quelques 900 soldats qui sont morts sur place. Olivier Javet. Oui, on évoquait les tortures psychologiques. Je voulais préciser que Erez, donc 12 ans, et le jeune Yahalomi, je crois, Ethan Yahalomi, qui sont français tous, je rappelle, des franco-israéliens, ont dit qu'on les avait obligés plusieurs fois à regarder les vidéos tournées par le Hamas à 12 ans, le jour des massacres, donc les viols, les assassinats, les cadavres, les incendies des personnes brûlées vives. On les a obligés à 12 ans à regarder ces images, ce qui est aussi évidemment un exemple de ce que vous me demandiez, des tortures qu'ils ont pu subir et évidemment des difficultés de s'en remettre. On est avec Ruth Amiel qui est avec nous, qui est la tante de l'un des otages libérés ce matin. Merci beaucoup de nous répondre. Les libérations ont donc été confirmées il y a 1 heure maintenant, pratiquement exactement. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Est-ce que j'ai le droit de chanter une chanson là pour vous montrer toute ma joie? Vous avez tous les droits. Eh bien, écoutez, on est vraiment soulagés, très heureux. Et on est, je sais pas, on dirait qu'on n'arrive pas à y croire, mais c'est vrai, ils sont entre les mains des Israéliens. Et on est très, très, très contents pour ça, vraiment. On n'y croyait pas, jusqu'à la dernière minute, on n'y croyait pas. Mais là, c'est bon, c'est fait. Est-ce que vous avez déjà eu des informations sur son état de santé? Est-ce qu'il y a eu déjà des retrouvailles avec ses parents ou pas? Pas encore, on attend. Et ça prend du temps, malheureusement, le temps qu'un médecin le voit et tout. Mais tel qu'on l'a vu dans les vidéos, il a l'air en pleine forme, en tout cas physique. Et pour le reste, on est franchement, je sais pas. Mais physiquement, il a l'air super. Est-ce que vous on savez est très content, il est sorti sur pied, pas besoin d'assistance. Et on est très, très, très heureux. Est-ce que vous savez à partir de quand vous pourrez le voir et le serrer dans vos bras? Demain, c'est fait. Voilà, si tout va bien, si vraiment le médecin estime qu'il est en bon état. Mais tel qu'on l'a vu, je pense que c'est bon. On va pouvoir le voir demain. Vous avez eu peur jusqu'au dernier moment que ça n'arrive pas? Ah, je ne peux pas imaginer. Comme ce matin, quand ils ont dit au départ, il y avait les bains en même temps. Et ce matin, ils ont sorti les premières 7. Nous, on n'était pas dedans. Je disais, ça, c'est encore une arnaque du Hamas ou quelque chose. J'étais vraiment, vraiment inquiète. Et après, bon, ils ont tenu parole. On est très, très heureux. Voilà. Vous n'avez pas dormi cette nuit, on l'imagine? Ah non, on n'a pas dormi d'abord parce que toutes les chaînes de télévision, parce que moi, je suis à Jérusalem, là, et toutes les chaînes de télé israéliennes étaient là depuis 5 heures ce matin pour s'installer et tout, parce que comme on ne savait pas à quelle heure exactement on allait les récupérer, donc les télés sont venus très tôt. Évidemment, on n'a pas dormi. Tous les copains, les amis, tout le monde. On est un monde fou. Si vous voulez, je vous montre ce qui se passe là en direct. Allez-y, si bien sûr. Allez-y, oui. Là, on est où?
à Jérusalem, dans la maison d'Elkana, ouais. dans son balcon. Les gens, Donc on n'est pas du tout. Voilà, ils sont venus de toutes. Oui. On n'est pas du tout sur la place des otages. Ah non, non, parce que Elkana, il habite Jérusalem. La place des otages, c'est à Tel Aviv. Oui, bien sûr. Nous, on est là. Tous les drapeaux qu'on voit, c'est la foule qui est venue pour être en bas de chez sa famille, pour se réjouir, absolument, pour dire sa joie. Parce que la maison, elle est bondée de monde, donc il n'y a plus de place, ils sont tous en bas. Et ils continuent la fête. C'est une image très très forte. Il y a le maire aussi, le maire qui est là, il y a quelques députés. Enfin, on est très 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 bien entourés, on est très très heureux. Et vous étiez très 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 inquiète, madame, parce que moi je me souviens que lorsque vous aviez reçu la vidéo de Elkana, il se plaignait des bombardements, il les entendait et il se demandait si il pourrait s'en sortir, c'est ça? Mais c'était une mise en scène, tout simplement. Je pense pas qu'il pouvait entendre 5 mètres sous terre. Je pense pas. Ce n'était que la mise en scène et puis c'est ce que le Hamas a su bien faire. Et ça nous a mis bien la pression. Mais c'est pas grave, cette pression-là, elle a été utile parce que ça a amené tous les acteurs à s'asseoir autour d'une table et de signer ce beau, comment dire, pacte, quoi. Ouais. Il y a évidemment cette joie immense des premières heures, des premiers jours. Est-ce que vous avez imaginé sur un terme un petit peu plus long comment faire pour accompagner Elkana au mieux sur les semaines qui vont venir, pour qu'il ne subisse pas trop de pression, qu'il reprenne une vie normale? Est-ce que vous avez été peut-être un petit peu aidé là-dessus? Est-ce que des gens sont venus vous voir pour vous dire voilà comment il faut essayer de procéder pour que ça se passe de la façon la moins dure possible pour lui pour l'après? Absolument, on a été briefés. Bien sûr, il y a des psychologues qui nous accompagnent, et surtout son petit garçon. Mais on a été briefés de les laisser vraiment à son rythme, pas poser de questions de toute façon. S'il a envie, il raconte. Il n'a pas envie, il ne dit rien. On va pas lui poser de questions, on va pas faire pression. Donc, tout doit être naturel et il faut que lui, il s'habitue à sa vie de liberté, déjà. Et à prendre place dans son espace. Et puis après, je pense que le trauma, il va sortir à un moment donné. Mais pour le moment, il faut lui laisser le temps de s'habituer à sa nouvelle vie en liberté. Quelles sont les activités qu'il pourra faire tout au long de la journée là-dessus? Est-ce que aussi on vous a dit il faut qu'il s'occupe ou au contraire il faut qu'il se repose? Quel va être son quotidien à partir dans 2-3 jours? Alors, les 5 premiers jours, de toute façon, il reste à l'hôpital. Ça, on ne peut pas y échapper. Et si tout va bien, après 5 jours qu'il peut sortir, et bien là, il va rentrer chez lui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à rattraper, quoi. Et je pense que tout va se régler naturellement. Il fera ce qu'il a envie de faire. Est-ce qu'il a envie de reprendre son travail tout de suite? Est-ce qu'il a envie de passer plus de temps avec son fils, sa femme? Je pense qu'il y a des choses à rattraper et c'est peut-être ce qu'il va faire. Des choses à rattraper. Il y a Olivier Jaoui qui vous écoute, dont la famille a été libérée il y a combien de temps? En février pour refaire et en novembre 2023 pour les enfants Calderon. On imagine l'émotion très forte que vous ressentez vous aussi en entendant ce qu'on est en train d'entendre en ce moment. Oui, j'ai des frissons en vous entendant, en t'entendant. Je vais me permettre de tutoyer, en t'entendant parler, parce que je retrouve des éléments. Puis toi, tu es en Israël, et puis de voir surtout, à Jérusalem, un autre endroit d'Israël, tous ces gens qui sont venus, que rien n'obligeait à venir avec les drapeaux, parce qu'en Israël, tout le monde porte le drapeau. Hein, il n'est pas limité uniquement, on va dire entre guillemets, à la droite. Tout le monde amène le drapeau, et de voir tous ces gens qui viennent vous soutenir, et puis de la manière dont tu parles, je trouve ça très très émouvant, très chaleureux à la fois, dans un moment magnifique que vous allez tous vivre bientôt, comme nous on a pu le vivre il y a quelques temps. Cette euphorie, cette joie. Allez-y, oui, on vous écoute. Il faut dire qu'ici les manifestations, ils sont toujours pacifistes, et puis c'est vrai qu'on est toujours avec notre drapeau. Alors parce qu'il n'y a pas de violence, tout est dans le bon ordre. Et puis, c'est la meilleure réponse à toute cette violence et cette barbarie. On est que dans les champs et dans le bonheur. Mais les drapeaux, c'est vrai qu'il fait partie de notre vie ici. Tout le monde a son drapeau.
Est-ce que cette euphorie que vous nous avez montrée chez vous, bien sûr, mais aussi dans votre quartier, vraiment cette image saisissante que vous nous avez montrée en bas de chez vous, que vous pouvez peut-être nous remontrer d'ailleurs, tous ces drapeaux qui sont là. Je peux vous montrer aussi l'intérieur de la maison, avec le monde qu'il y a qui sont venus participer avec nous. Alors, attendez, je ne sais pas bien. Ça, c'est à l'intérieur, vous voyez, le monde qu'il y a. Ça, c'est les gens qui sont venus partager ce bonheur avec nous. Et puis dehors, évidemment, il y a encore des gens qui dansent, qui chantent, et qui sont très, très, très heureux. Voilà. Ils n'ont pas pu monter tous ces gens à la maison, évidemment. J'imagine c'est comme ça. Oui. Ce que nous dit Patrick Sauce ici en plateau, Madame Amiel, c'est qu'on imagine que ces scènes-là, on a les mêmes scènes chez les 20 autres otages qui ont été libérés il y a un peu plus d'une heure maintenant. Absolument. Absolument. C'est hyper bien organisé parce que le maire, il est venu tout de suite ce matin. Il a amené un pancarte au marquant Bienvenue Elkana. Et ils ont amené, voilà, regardez cette pancarte-là qui vient d'accrocher. Tout était bien organisé, bien orchestré. Et chez les autres aussi. Et c'est dans tout le pays, en fait. Alors, il y en a un petit peu dans chaque ville. Normalement, il n'y a pas les familles des otages dans la place des otages parce qu'il fallait qu'on soit chez nous et qu'on attend les maisons. C'était plus intime. Il y a écrit quoi sur la banderole? Traduisez-nous. Il y a marqué « Bienvenue Elkana ». Bienvenue chez toi Elkana. Voilà. Parce que jusqu'à là, les banderoles, il y avait marqué « Nous t'attendons ». Mais là, c'est fini, on ne l'attend plus, il est là. Alors, bienvenue. Sur les réseaux sociaux, vous avez aussi pas mal d'échanges de versets de la Bible, notamment du livre de Jérémie, où l'Éternel dit les enfants reviendront bientôt à la maison. C'est ça? Non, il y a aussi marqué les otages reviendront à la maison. Oui, bien entendu. Les prisonniers reviendront à la maison. Ouais. Donc c'est le cas d'Elkana et de ces 20 autres otages. Et il faut dire aussi que pour ces 20 otages qui viennent de rentrer là, c'est un petit peu plus facile parce que ceux qui sont rentrés avant, la liberté n'était pas complète parce qu'ils pensaient tout le temps à ceux qui sont restés là-bas et qu'ils attendaient quoi. Ils savaient ce qu'eux ils ont enduré et ils se sont dit s'ils restent encore là-bas, c'est vraiment très très dur. Mais aujourd'hui, ceux qui sont revenus, donc c'était la totalité. Ce qui fait qu'eux, ils n'ont pas de regrets et ils vont pouvoir vivre pleinement leur liberté. Ils n'attendent plus personne derrière. C'est magnifique. Oui, c'est exactement ce que vous disiez, Olivier Jaoui. Au moment de la libération en février dernier, forcément, il y avait de la joie, mais c'est une joie qui était limitée par le fait que de nombreux otages restaient encore là-bas. Cette fois, la joie, elle est évidemment, alors pas totale, parce qu'il y a évidemment beaucoup de drames, et il y a des corps aussi qui vont être restitués, mais on voit qu'on est vraiment sur autre chose. La culpabilité... Évidemment, elle est beaucoup moins forte, hein, j'imagine, aujourd'hui pour les otages déjà libérés, parce que tous le sont. Et effectivement, ce matin, on a des scènes de joie et on les aura un peu partout. Et on aura les scènes de tristesse dans quelques jours, avec d'une part le retour des cercueils et les enterrements. Un peu partout en Israël, ce sera aussi des scènes où il y aura énormément de monde probablement, et qui seront des scènes très tristes, qui auront le mérite aussi de rappeler toutes ces personnes, ces individus qui ont été assassinés de sang-froid par le Hamas. Il y a cette tristesse, mais il y a aussi donc la joie que vous avez partagée avec nous, Ruth Amiel. Merci infiniment de nous avoir montré ces scènes à la fois. C'est que c'est le sens de l'État d'Israël, c'est que chaque fois qu'il y a de la joie, malheureusement, on a la tristesse qui est collée à nous. On peut pas être uniquement joyeux, parce que voilà, quand vous dites cette semaine, elle va être marquée par la joie de la libération, mais par la tristesse de tous ces enterrements que nous allons vivre. C'est notre sort. Merci infiniment, Ruth Amiel, pour avoir été avec nous ce matin et d'avoir partagé ce moment évidemment particulièrement émouvant et particulièrement fort. Benjamin Pétrovert. Oui, ce qu'on voit sur les images de cette joie, c'est une joie double. Un énorme ouf, un immense ouf d'un pays qui s'empêchait de respirer pendant 2 ans. Pas seulement pour le retour des otages. Il y a ce retour des otages qui est le symbole extrêmement fort. Mais qui dit retour des otages vivants et morts, dit d'une certaine manière fin de la guerre. Ou en tout cas, fin de cette guerre-là. Et cette habitante qu'on voit là, entourée d'une foule, il y a encore une semaine, c'était des gens qui devaient foncer dans les abris de ces immeubles.
On en a moins parlé sur les antennes occidentales, mais jusqu'à la semaine dernière, il y avait encore des roquettes qui tombaient sur Israël. Plus celles du Hamas, plus celle du Hezbollah, parce qu'on l'a vu en 2 années, comment l'armée israélienne est venue à bout et de la tête du Hamas et de la tête du Hezbollah. Mais il y avait encore les tirs qui venaient du Yémen, des missiles de milliers de kilomètres. On en parlait très peu ici, mais les Israéliens, notamment à Jérusalem, cette habitante, on le voyait, c'est un habitat moderne dans lequel elle était. Ce sont des habitats où dans chaque appartement, vous avez une pièce blindée. Et je peux vous dire que la semaine dernière et la semaine d'avant, elle était encore avec ses amis dans les abris. Donc ces gens qui descendent maintenant dans la rue, c'est à la fois pour célébrer le retour des otages, mais aussi pour célébrer leur liberté. Dans un futur proche, en tout cas, on ne sait pas ce que sera l'avenir, mais en tout cas, on est aujourd'hui à la fin de cette guerre-là et des alertes à la roquette qui vont enfin cesser. Il y a de nombreuses images très fortes qu'on vous montre depuis ce matin. On a vu beaucoup de photos d'otages libérés. Voici maintenant une vidéo. C'est Alon Noël qui a 24 ans. On a vu quelques photos, mais on le voit ici sur cette vidéo. Alon Noël, c'est un jeune pianiste, exactement. 24 ans, qui devait commencer des études de musique dans une prestigieuse école en Israël. Il était revenu d'une excursion en Asie quelques semaines avant d'être enlevé lors du festival de musique. Alon Noël, l'un de ses visages, François, et l'un de ses parcours, qui était l'un des symboles aussi de cette quête qui durait depuis maintenant 2 ans. Oui, alors lui faisait partie de ce groupe de jeunes qui était au festival de musique Nova, qui, ne l'oublions pas, enfin on l'a peut-être beaucoup trop rappelé, mais qui était quand même un festival pacifiste qui regroupait tous ces jeunes qui ne souhaitaient qu'une seule chose, c'était qu'à la frontière de Gaza, on puisse enfin un jour connaître la paix. Et donc oui, lui-même a vu son avenir momentanément brisé parce que lui, il a 24 ans, je crois, et comme beaucoup d'autres de cette même génération, même pour ceux qui ont fait l'armée ou même pour ceux qui n'ont pas encore été à l'armée, il y a cette idée que à cet âge-là, généralement, qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre une année de césure, on part à l'étranger, on part aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Asie, ouais, comme lui. Et puis on revient, on fait l'armée, et puis ensuite on part dans sa vie professionnelle. Et c'est vrai que cette guerre à Gaza, pour tous ces jeunes de cette génération qui ont entre 18 et 25 ans, tout s'est arrêté. Et pour leur famille, pareil. Et donc ça représente dans le parcours identitaire israélien, voilà, une sorte de grosse cassure, quoi. Et bon, il faut pas oublier que là, on parle d'une génération. Ce sont, comme le rappelait Benjamin tout à l'heure, ce sont des jeunes qui sont en âge de combattre aux yeux du Hamas. Donc, j'allais dire leur côté civil ou leur profession importe peu. Ça veut dire que ces jeunes-là, si on doit les rappeler, eh bien oui, ils reviendront sous les drapeaux et ils reviendront servir l'armée israélienne. Et c'est pour ça que le Hamas les considère comme des ennemis en face, des ennemis à cibler. Et tous ceux qui ont été libérés précédemment, oui, parce que c'était des femmes, c'était des enfants, c'était pour le coup des gens beaucoup plus âgés. Ils ont été libérés parce que ce ne sont pas des combattants. Et c'est très important d'avoir ça à l'idée, parce que quand je parlais tout à l'heure des attentats de 96, de cette vague absolument folle, et y compris les attentats de la deuxième intifada, je termine là-dessus, systématiquement, ils ont visé des discothèques, des pizzerias, des bus bondés de militaires qui revenaient de la caserne ou qui y partaient, ou carrément des bus scolaires, parce que c'était les jeunes qui un jour finiraient par combattre aux côtés d'Israël. Alors qu'on apprend une information importante sur le plan diplomatique, c'est que finalement Benyamin Netanyahou va se rendre à Sharm el-Sheikh cet après-midi pour le sommet sur Gaza. Il a eu Sisi au téléphone. Alors allez-y, racontez-nous. En fait, c'est ce que disent les médias israéliens, notamment N12, c'est-à-dire que lors de leur entretien, qui est en train de se terminer, semble-t-il, dans le bureau à la Knesset du Premier ministre, eh bien Donald Trump, encore une fois, souvenez-vous, le même qui avait décroché son téléphone et fait le numéro du Qatar. Alors c'est important ce que vous dites, parce qu'on attend donc le discours de Donald Trump, on ne sait pas ce qui est en train de se passer, vous nous dites probablement, ce qu'on apprend à l'instant, c'est ça qui est en train de se passer. Donald Trump vient de convaincre Benyamin Netanyahou d'aller à Sharm el-Sheikh cet après-midi. Avait appelé le Premier ministre du Qatar et avait passé le combiné à Netanyahou pour qu'il s'excuse pour le bombardement de la représentation du Hamas. Et puis vous vous souvenez ce qu'on vous racontait depuis ce matin tôt, en me disant voilà, c'est une conférence à Sharm el-Sheikh, mais qui se passe sans Israël, qui évidemment va voir d'un drôle d'œil qu'on est en train de penser au futur des Israéliens sans les Israéliens. Eh bien, cette fois-ci, Donald Trump, c'est Sisi l'Égyptien qu'il a appelé, et il a passé le téléphone, cette fois-ci à Benyamin Netanyahou. Netanyahou va à Sharm el-Sheikh, et cette réunion prend une dimension encore supplémentaire. Je le rappelle, Mahmoud Abbas, avec un hélicoptère qui est arrivé à Ramallah, devant le palais présidentiel,
va partir à Sharm el-Sheikh, Benjamin Netanyahou va à Sharm el-Sheikh, Donald Trump va à Sharm el-Sheikh, Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdogan, Keir Starmer. Le monde va regarder cette station balnéaire sur les bords de la mer Rouge cet après-midi. Là, encore une fois, on change de dimension. C'est un tournant historique. Hein. Ah oui. C'est un tournant, bien sûr, parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est un sommet qui se faisait sans les Israéliens, sans les Palestiniens, avec des puissances étrangères qui débarquaient. Là, cette fois-ci, et l'autorité palestinienne et le Premier ministre israélien y participent. C'est encore un coup de Donald Trump, il faut le dire. Il veut sa photo de Clinton qui visiblement avec, va peut-être réussir. Alors, on voit ici Donald exactement. Trump. En plus du mais visiblement, Trump va réussir à faire ce que personne n'a fait, parce que là, il aura autour de lui toute la région. Toute la région, y compris des pays qui ne se parlaient pas ou qui ne voulaient pas échanger entre eux. C'est clairement cet après-midi à la relance des accords d'Abraham, mais peut-être avec des pays que l'on n'imaginait pas. Je ne veux pas trop m'avancer, mais en tout cas, il y a des pays qui seront là autour de la table, qui n'en faisaient pas partie. Oui. Ceux qui avaient arrêté le processus, on pense évidemment à l'Arabie Saoudite, qui la veille du 7 octobre était prête à y entrer. Elle devait normalement rentrer dans les accords d'Abraham en janvier ou février 2024. Je rappelle que le 7 octobre, c'était octobre 2023, donc on était à la veille. Là, cette fois-ci, c'est tous les pays de la région qui seront là, également la Jordanie, également la France. Donc oui, le sommet de cet après-midi prend maintenant une tournure très différente, maintenant que l'on sait que et Israéliens et Palestiniens y participent. Et c'est une leçon, pardon Julien, qui a été tirée aussi de la phase diplomatique précédente en Ukraine. Parce que Donald Trump, il a appris deux choses au cours de ces derniers mois. C'est qu'on ne parle pas de l'Ukraine sans l'Ukraine, et c'est qu'on ne traite pas avec l'une des deux parties seulement. Le sommet d'Anchorage avec Vladimir Poutine. Ouais. Et je pense que ces leçons-là, elles servent aujourd'hui, même si encore une fois, ce sont deux crises, deux guerres absolument incomparables. Il y a quand même des méthodes qui fonctionnent. Et la méthode qui fonctionne, c'est l'inclusivité. C'est de se dire, plus il y a de monde autour de la table, et plus ça fait pression sur les acteurs, sur les partis. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il s'est servi du plan franco-saoudien de paix, qui a réuni 142 pays aux Nations Unies pour dire la même chose. Il faut aller vers une solution politique. Et il se sert aujourd'hui des leçons qu'il a prises vis-à-vis de l'Ukraine, où finalement, lorsqu'on a tout le monde autour de la table, on est plus efficace. On peut mettre la pression sur les acteurs. On met la pression sur Netanyahou en lui disant « viens ». On met la pression sur Mahmoud Abbas en lui disant « ton rôle n'est peut-être pas encore terminé et ton autorité va devoir se réformer. Tu devras probablement laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais il n'empêche, si on veut que vous fassiez partie de l'équation plus tard, il faut être là à Sharm el-Sheikh ».